Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne l'audition d'André-Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire. Il a été auditionné cette semaine par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Devant les parlementaires, André-Claude Lacoste a expliqué que le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim pourrait prendre 20 à 25 ans. Ce sont des opérations longues, a-t-il expliqué, même si on parle de démantèlement immédiat. Je vous rappelle que le gouvernement entend fermer la plus vieille centrale nucléaire de France d'ici à la fin 2016. Tout de suite donc, retour sur cette audition. Bonne matinée à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, avant de commencer cette audition, vous savez, chers collègues, que la recherche française a été récemment honorée d'un prix Nobel de physique décerné à Serge Haroche de l'École normale supérieure et du Collège de France pour ses travaux dans le domaine de la physique quantique. Et avec Jean-Yves Le Déaut, mais nous sommes entretenus par téléphone, nous lui adressons, au nom de l'ensemble des membres de notre office, un courrier de félicitations. Venons-en maintenant à ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour la 5e année consécutive à l'occasion de la présentation du rapport annuel d'activité de l'autorité de sûreté nucléaire. La dernière fois, cette audition prévue par la loi du 13 juin 2006 avait eu lieu dans un contexte très particulier puisque c'était juste après l'accident de Fukushima à l'Assemblée nationale le 30 mars 2011, vous vous en souvenez certainement. Si le contexte est aujourd'hui plus serein qu'alors, il demeure marqué par l'accident japonais. Il y a bien un avant et un après Fukushima, s'agissant de la sûreté nucléaire, tant cet événement nous a amenés à reconsidérer nos certitudes. Je rappelle que l'Office a fait part de ses préoccupations dans le cadre des travaux de la mission sur la sécurité nucléaire, la place de filière et son avenir, dont Christian Bataille et moi nous avons été rapporteurs, et qui a donné lieu à 2 rapports en juin puis en décembre. Un seul rapport, mais en 2 temps finalement. Nous avions alors exprimé nos préoccupations relatives à différents aspects matériels et humains de la sûreté et demandé notamment une gestion plus rigoureuse de la sous-traitance, l'ajout d'une arrière-garde à la défense en profondeur, l'amélioration des dispositifs de gestion de crise et la garantie d'une cohérence des évaluations internationales de sûreté. L'audition d'aujourd'hui sera l'occasion de faire le point sur ces problématiques post-Fukushima et d'évoquer aussi la situation de la centrale japonaise elle-même, quelques 18 mois après l'accident. Nous procédons cette année à cette audition avec quelques semaines de retard et en conséquence, qui est la conséquence du calendrier électoral de ces derniers mois, le rapport annuel de l'autorité de sûreté ayant été publié le 28 juin dernier. Nous profiterons donc aussi de cette audition pour vous interroger sur des sujets d'actualité. Je pense évidemment, par exemple, aux conséquences de la décision annoncée par M. le Président de la République de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim d'ici 2016, ou encore au bilan des tests de résistance européens. Cette audition est ouverte aux journalistes qui pourront poser leurs questions après celle des parlementaires. Mais avant de vous entendre sur ces sujets, Monsieur le Président, je voudrais saluer le travail remarquable que vous avez effectué depuis 20 ans au service de la sûreté nucléaire, puisque vous quittez et vous quitterez bientôt vos fonctions qui, en vertu de la loi, ne sont pas renouvelables. En tant d'abord que directeur de la sûreté des installations nucléaires, puis directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et enfin, depuis la loi du 13 juin 2006, en tant que président de l'autorité de sûreté nucléaire, vous avez contribué à renforcer tant l'exigence et l'indépendance que la transparence et la crédibilité du contrôle de sûreté. Vous avez aussi œuvré à la collaboration entre les autorités de sûreté à l'échelle européenne et mondiale et contribué à la reconnaissance internationale des bonnes pratiques françaises. Enfin, vous avez maintenu constant et vivant le lien avec l'Office parlementaire dans sa fonction d'éclairage scientifique et technologique du Parlement. Nous nous en sommes donc reconnaissants et vous en remercions très chaleureusement. Monsieur Lacoste et Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je redis ce que nous pensons très profondément, c'est que c'est pour nous en même temps un devoir et un honneur que de travailler avec le Parlement dans son ensemble, un certain nombre de ses commissions et
plus spécifiquement l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Deuxième point, vous avez tenu des propos aimables à mon endroit, je vous en remercie. Troisième point, je me permets de vous corriger sur un tout petit point. Vous avez salué le collège des commissaires de la SN au complet. Il se trouve que nous ne sommes que 4. Le 5e d'entre nous, Philippe Jamet, se trouve en Finlande. Et c'est intéressant de savoir pourquoi il est en Finlande. Il est en Finlande parce qu'il est le chef, le team leader, le chef d'une équipe qui pratique l'IRRS, c'est-à-dire qui pratique un audit de l'autorité de sûreté finlandaise. C'est donc une des manifestations des systèmes par lesquels, entre autorités de sûreté, entre pairs, nous nous évaluons. Donc, Philippe Jamet conduit cette mission. Cette mission va conduire un rapport qui sera rendu public, comme a été rendu public il y a maintenant quelques années le rapport correspondant sur la SN, comme sera rendu public le rapport d'audit que la SN va recevoir en 2014. Alors j'en viens, si vous voulez, à cette audition. Elle est marquée par le fait que parler notre rapport annuel est un peu décalé et nous avons prévu d'évoquer au principal 3 points que je vais m'efforcer de traiter en une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Les 3 points sont les suites de Fukushima, que vous l'avez vous-même abordé, la poursuite d'exploitation de l'installation nucléaire et le domaine du médical. Alors d'abord, les suites de Fukushima. Je dirais d'abord, localement, les installations sont revenues dans un état considéré comme acceptable par nos collègues japonais et le sujet maintenant est la gestion du post-accidentel qui va prendre des décennies. J'y reviendrai tout à l'heure sous un autre angle. Les suites Fukushima, dans la plupart des pays nucléaires du monde, ça a consisté à lancer ce qu'on a appelé des stress tests, des tests de résistance, ce que nous avons appelé en France des évaluations complémentaires de sûreté. Fukushima, très grosso modo, c'est le cumul d'agressions externes, en l'occurrence un tsunami, un tremblement de terre, qui aboutit à des pertes d'alimentation électrique totale, à des pertes d'alimentation en eau, qui aboutissent à une crise qu'il faut gérer. Dans tous les pays du monde, les stress tests ont consisté pour les autorités de sûreté à poser la question suivante aux exploitants. Il survient des phénomènes naturels extrêmes, inondations ou tsunamis, tremblements de terre, froids extrêmes, températures extrêmes. Comment l'installation résiste-t-elle? Première question. Deuxième question. Pour ces motifs d'agression naturelle externe, tout autre motif, il y a perte d'alimentation en eau, ou perte d'alimentation électrique, ou les deux. Comment l'installation résiste-t-elle? Oui, troisième chose, nous sommes dans une situation de crise grave. Comment est-il possible de gérer la crise? Alors ceci a été fait dans la plupart des pays du monde, ceci a été fait en France, et ceci a été fait en France à la demande simultanée du Premier ministre, François Fillon, et de l'Union européenne, du Conseil européen. Les demandes ont été émises fin mars. Un cahier des charges a été élaboré en commun par l'ensemble des autorités de sûreté européennes dès la fin mars, a été avalisé, et dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, les études ont été menées. Alors il y a eu plusieurs stades. Demande de l'autorité de sûreté aux exploitants d'évaluer la réponse aux questions que j'ai indiquées. Rapport des exploitants. Les exploitants sont soumis à l'examen des appuis techniques des autorités de sûreté, sont soumis à l'examen des groupes permanents d'experts. En France, les groupes permanents d'experts ont été réunis pendant 3 jours, ont réuni plus de 200 personnes, avec incorporation d'un bon nombre d'experts étrangers de toute l'origine, et puis finalement prise de position de la SN au tout début de l'année 2012. L'ensemble des documents, les rapports d'exploitants, les avis en France de l'IRSN, les avis des groupes permanents d'experts, la position de l'IRSN sont totalement publics. Ils ont été rendus totalement publics au fur et à mesure qu'ils étaient produits. Et ce que nous avons dit, nous, à SN, au début de l'année 2012, c'est que les installations nous paraissaient offrir un degré de sûreté suffisant pour qu'il n'y ait pas matière à fermer aucune d'entre elles dans l'immédiat, mais, et c'est vraiment le complément de la première phrase, qu'il y avait matière à les renforcer pour qu'elles résistent mieux aux agressions que je viens de mentionner. Ça, c'était une déclaration d'intention, et puis ça s'est traduit par une rafale de décisions que nous avons prises à la fin du mois de juin, une trentaine de décisions par installation, ce qui a conduit à un petit millier de prescriptions. Si j'essaie de dire quelles sont les 2 prescriptions principales, en faisant un résumé très abrupt, elles sont les suivantes. Le premier, c'est l'instauration du concept de noyau dur. Ça consiste à dire que dans chacune de l'installation, il faut définir un sous-ensemble
de matériel, un sous-ensemble de prescriptions qui résistent, ou de procédures, pardon, qui résistent quelle que soit l'agression externe envisagée. Donc un noyau dur, un concept nouveau. Et la deuxième chose, c'est la mise en place d'une force d'action rapide par EDF, c'est-à-dire en 4 endroits du territoire, positionner des personnes compétentes et du matériel capables d'intervenir en secours sur les sites. Alors, tout ceci se met en place. J'ajoute que là, je parle au principal de ce qui s'est fait en France, mais le rapport français, comme le rapport de nos collègues de l'Union européenne, a été soumis à un processus de peer review, de revue par les pairs, processus extrêmement lourd, qui a abouti au mois d'avril. Donc l'ensemble des rapports nationaux ont été soumis à l'évaluation des uns et des autres, avec là encore injection d'experts venus extérieurs. Et tout ceci aboutit à une prise de position conjointe de l'ensemble de l'autorité de sûreté et de la Commission européenne sur un papier à double en-tête qui s'appelle « Déclaration commune de l'ENSREG et de la Commission européenne ». Et je dirais qu'à ce stade-là, nous étions parvenus à un accord sur un certain nombre de suites à donner aux travaux. Il fallait mettre en place des plans nationaux. La France est en train de le faire. Et puis il y avait 4 grandes idées qui ont été retenues au plan technique. Pour nous, le travail était terminé. Et je dirais que c'est là que nous avons commencé à avoir un certain nombre de difficultés avec la Commission européenne, qui nous a demandé de mener des visites supplémentaires de l'installation. Alors, en France, nous avons accepté des visites supplémentaires. C'est une installation qui était Cattenom, Fessenheim et Gravelines, vous voyez, l'installation frontalière. Bon, ces visites se sont passées de façon tout à fait ouverte, ont donné lieu à un satisfecit de la part des personnes qui ont participé à cette visite. Et nous attendions à ce que l'ensemble du processus continue à se dérouler de façon, je dirais, correcte et normale. Et nous avons été très surpris de voir tout récemment, donc au début du mois d'octobre, la publication dans des conditions étranges d'une position de la Commission européenne. Alors cette position de la Commission européenne ne correspond à aucune nouvelle valeur ajoutée technique. Rien n'est intervenu sur le plan technique depuis le mois d'avril. Et à nos yeux, ça correspond à une lecture partielle et biaisée des conclusions auxquelles nous étions parvenus en commun avec la Commission au mois d'avril. Je prends un exemple. Le rapport qui a été approuvé conjointement par la Commission et ENSREG prend en compte 45 critères. La communication de la Commission prend en compte 11 critères, dont on ne sait pas comment ils ont été sélectionnés. Et pour prendre dans l'exemple de la France, la communication de la Commission ne prend en compte ni le concept du noyau dur, ni le concept de force d'action rapide. Donc, vous voyez, on a une vision tout à fait biaisée. Alors, nous avons, nous, autorité de sûreté nucléaire française, publié un communiqué que je qualifierais de modéré, disons que nous avions de l'observation à faire vis-à-vis de la communication de la Commission, parce que nous ne souhaitions pas entamer une lutte ouverte, mais je ne cache pas que je suis extrêmement déçu par le comportement de la Commission, qui me paraît mettre tout à fait en cause le minimum de confiance qu'il faut avoir pour travailler ensemble. Et je crains que nous retrouvions une situation que nous avons connue historiquement, une situation où nous ne pouvions pas, nous, autorités de sûreté au sens large du terme en Europe, travailler en confiance avec la Commission. Mais encore une fois, venons-en à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les évaluations complémentaires de sûreté, le stress test ont été menés, qu'ils ont abouti à des décisions, et que ces décisions vont être appliquées et vont renforcer la sûreté nucléaire en France, vont renforcer la sûreté nucléaire en Europe. J'ajoute qu'à nos yeux, ceci n'est qu'une partie du sujet. Une autre partie du sujet qui n'a pas encore été traitée est celui de la gestion d'un accident en Europe et la gestion du post-accidentel. Fukushima est survenu au Japon. Il a été géré par une autorité japonaise et la distance entre le Japon et les autres pays, ajoutée au sens du vent, a fait que très rapidement est apparu qu'il n'y aurait pas de conséquences de Fukushima dans d'autres pays. Supposons qu'un accident majeur survienne en Europe, il est tout à fait évident que nous aurions à faire face à une situation qui impliquerait un nombre important de pays. Alors, les différents pays sont-ils préparés à gérer une situation de crise du genre Fukushima en Europe? Quid de la préparation à la gestion post-accidentelle? Alors, on peut dire que là-dessus, il y a une certaine avance de la France en matière de réflexion sur le post-accidentel. Nous, à LCN, l'avions demandé au Premier ministre en 2005 de nous confier une mission de réflexion sur le post-accidentel. En 2005, c'est-à-dire à froid. C'est une réflexion qui implique maintenant plus de 300 personnes de toutes origines. Les différentes administrations, des élus locaux, des associations, des savants, etc.
et qui nous amène à faire des propositions au gouvernement. Tout ceci a été fait d'ailleurs en toute transparence. Tous les documents préparatoires ont été rendus publics. Nous avons, me semble-t-il, une certaine avance, une certaine avancée en matière de réflexion. Mais il est clair que c'est un sujet extrêmement difficile à faire partager par les autres pays, puisque nous tomberons sur des habitudes nationales, et que, pour ne prendre qu'un exemple, les ministères de l'Intérieur n'ont pas une énorme habitude de coopérer en matière de gestion de crise nucléaire. C'est un sujet ouvert. Voilà ce que je souhaitais dire sur Fukushima. Deuxième sujet, c'est le sujet de la poursuite d'exploitation de l'installation nucléaire. Alors, vous savez quelle est la réglementation, quelle est la législation en France. La loi dit que les installations nucléaires sont autorisées à fonctionner tant qu'elles sont sûres. Il n'y a pas de limite quantitative fixée dans les autorisations qui sont données aux installations, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Simplement, ceci est soumis à contrôle. Ça veut dire que périodiquement, l'exploitant doit vérifier que son installation est sûre. Puis ça signifie que l'autorité de sûreté doit vérifier que les installations sont sûres. Et ça, nous le faisons au moyen d'inspections, plus de 1000 inspections par an. Nous le faisons au moyen d'examens de dossiers. Et puis nous le faisons à travers une procédure qui est une procédure lourde, mais que je crois tout à fait efficace, qui est celle des réexamens périodiques de sûreté. En anglais, Periodic Safety Review. Donc tous les 10 ans, examen au fond de la sûreté de l'installation. Et à l'occasion de ce réexamen, nous faisons deux choses. Et nous forçons l'exploitant à faire deux choses. Première chose, vérifier que l'installation est conforme aux règles qui s'appliquent à elle. Vérifier que l'installation est conforme à son référentiel de sûreté. Et puis deuxième chose, examiner les conditions dans lesquelles la sûreté de l'installation peut être renforcée. Ça veut dire, si je prends l'exemple d'un réacteur de 900 MW, se demander ce qui peut être fait pour rapprocher la sûreté de ce réacteur de 900 MW de la sûreté de réacteurs plus récents comme le réacteur de 1300 MW ou le PR. Il ne s'agit pas du tout de dire la sûreté doit devenir équivalente à celle d'un réacteur PR, mais que peut-on faire pour améliorer la sûreté? Donc il y est procédé tous les 10 ans. Alors, ça nous conduit par exemple actuellement à examiner les conditions dans lesquelles les réacteurs de 1300 MW, il y en a une vingtaine en France, peuvent continuer à fonctionner au-delà de 20 ans. Ça nous amène à regarder les conditions dans lesquelles les réacteurs de 900 MW, il y en a 34, peuvent fonctionner au-delà de 30 ans. Jusqu'à présent, nous avons pris position sur 3 réacteurs, dans l'ordre, Tricastin 1, Fessenheim 1 et Bugey 2. Et puis nous nous apprêtons à prendre parti sur une suite d'autres réacteurs, dont à la fin de cette année, ou plutôt au début de l'année prochaine, Fessenheim 2. Alors, dans chacun des cas, nous imposons un certain nombre d'améliorations et nous disons le réacteur, à nos yeux, peut continuer à fonctionner 10 ans, ou il peut fonctionner 10 ans avec un rendez-vous intermédiaire, ou nous pouvons tout à fait imaginer de dire il ne peut fonctionner 5 ans, ou nous pouvons imaginer de dire il faut l'arrêter. Cas par cas, nous prenons la position. Et la loi dit très clairement que c'est à nous de prendre position. Le gouvernement se borne à prendre acte de notre position. C'est ce que nous avons fait, encore une fois, 3 fois. C'est ce que nous ferons prochainement sur Fessenheim 2. J'ajoute qu'il me paraît y avoir dans le monde une distinction très claire entre les pays qui ont cette politique de réexamen périodique, avec la vision d'un progrès continu en matière de sûreté, et les pays qui n'ont pas cette obligation de réexamen périodique, et qui ont une vision des choses dans laquelle le but est non pas de faire progresser la sûreté, mais de maintain safety, maintenir la sûreté. Nous sommes clairement dans une optique où la sûreté doit s'améliorer à chaque opportunité. J'ajoute que, tout à fait lié à ceci, quand une installation vient à s'arrêter, il faut avoir une politique active de démantèlement. En France, la politique de démantèlement qui a été suivie est une politique de démantèlement immédiat. Alors, le mot immédiat ne doit pas trop impressionner. Immédiat, ça veut dire on commence dès que possible. On ne joue pas à mettre les installations sous cocon en attendant des jours supposés meilleurs. Pourquoi un démantèlement immédiat? C'est pour profiter du fait qu'il y a des exploitants qui savent ce qui s'est passé dans l'installation. C'est pour profiter du fait que les provisions existent et que des provisions qui ne sont pas dépensées risquent d'être détournées à d'autres usages. Tout un motif de ce genre. Donc, politique active de démantèlement à mettre en œuvre. Voilà pour la poursuite d'exploitation des installations nucléaires. Et mon troisième point, je l'avais annoncé, c'est le médical. Et
en particulier la radioprotection dans le secteur médical. Alors, le premier point, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire française est une des très rares autorités dans le monde qui s'occupe de radioprotection dans le secteur médical. Il y a très très peu de nos homologues qui le fassent. Je voudrais évoquer 3 points. Le premier point est l'accident, et le mot est modéré, de radiothérapie d'Épinal. Alors, je vais le faire avec prudence dans la mesure où l'instruction judiciaire est en cours. Et Épinal est un drame effroyable. Non seulement parce qu'une douzaine de personnes sont mortes, mais parce que aussi bien ces personnes qu'un certain nombre de survivants vivent des souffrances absolument intolérables. Derrière Épinal, il y a un certain nombre de causes, le comportement des radiothérapeutes, mais surtout un phénomène qui nous est apparu, qui est un phénomène générique, c'est-à-dire le manque de radiophysiciens en France. Manque cruel, et nous sommes intervenus dès que le pouvoir nous a été donné pour dire qu'il importait de renforcer le système des radiophysiciens en France. Il y a eu des progrès sont encore à faire, mais je pense que sur ce point-là, il faut constater effectivement l'effort qui a été fait. Au-delà d'Épinal, quel est l'état de la radiothérapie en France? Il y a à peu près 180 centres de radiothérapie en France. Nous les inspectons une fois par an. Nous l'inspectons du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire l'organisation, les procédures, la présence de personnel qualifié. Nous avons été amenés à suspendre le fonctionnement d'un certain nombre de centres de radiothérapie. C'est une décision très difficile, parce que ça consiste à laisser le traitement se poursuivre pour les patients en cours de traitement. Ça consiste à interdire l'entrée de nouveaux patients dans le cursus de soins. Ça veut dire qu'on oblige les patients, dans l'état où ils sont, à aller se faire soigner dans des lieux parfois éloignés, au prix de transports très difficiles. Donc, ce n'est pas une décision commode, mais à partir du moment où nous considérions qu'un centre de radiothérapie ne fonctionnait pas dans des conditions correctes, nous avons considéré que c'était au devoir de suspendre. Alors, la situation s'est très nettement améliorée. Il y a eu des efforts d'organisation. Je pense que nos inspections y ont beaucoup concouru. Il y a augmentation du nombre de radiothérapeutes. Donc, la situation s'est améliorée, mais nous continuons à la suivre de très près. Et puis le troisième point, c'est quelque chose qui est un souci présent et long terme, qui est la croissance des expositions reçues par les patients dans le domaine médical. Et pour 2 motifs. Un premier motif, c'est une augmentation générale de l'usage de l'imagerie médicale. Alors, l'imagerie médicale, la radiologie, bon, ça c'est le terme général. En fait, le véritable phénomène là-dedans, c'est une utilisation croissante des scanners. Et des scanners de plus en plus pointus. Et pour nous, il y a toujours un chiffre que nous avons en tête, c'est un scanner corps entier fait bénéficier le patient d'une dose de l'ordre de 20 millisieverts, c'est-à-dire l'équivalent de la dose maximale qui est admise pour les travailleurs du nucléaire. Et on trouve dans les chroniques médicales des patients qui bénéficient, je retire le mot, de plusieurs scanners de ce genre par an. Il est clair que si on y prend garde, si la croissance des doses reçues par les patients continue à croître, elle a cru de 50% en 7 ans en France. Nous allons trouver une situation où les doses médicales pourront créer des conséquences secondaires tout à fait notables, en particulier la création de cancers. Alors, que faire? Il y a un certain nombre de choses. La formation, de l'information, publication prochaine d'un guide des indications de l'imagerie, pour utiliser au mieux l'imagerie, essai pour inciter le ministère de la Santé à installer davantage d'installations d'IRM, c'est-à-dire une technique alternative n'utilisant pas les rayons X, mais c'est un effort de long terme nécessaire s'ils ne vont pas nous réveiller dans 20 ans avec vraiment un très très grave problème de santé publique. Puis deuxième sujet, qui est lui aussi en même temps présent à long terme, c'est le sujet de la radiologie interventionnelle. C'est-à-dire la radiologie qui est utilisée par des gens qui n'ont pas spécialistes. Pendant une intervention, ça peut être une intervention cardiaque, une intervention de chirurgie, enfin, beaucoup d'interventions, la radio est utilisée par le praticien pour surveiller ce qu'il fait. Simplement, le praticien, en général, n'est pas un radiologue patenté. Et nous constatons actuellement un certain nombre de conséquences néfastes. Alors, pour le moment, ça se limite à des radiodermites, mais enfin, parfois tout à fait sévères sur les patients, parce que les appareils ne sont pas utilisés au mieux. Voilà, Monsieur le Président, trois sujets. Alors,
qui concernent des champs différents, mais qui correspondent bien, si vous voyez, aux deux champs de notre activité, la surveillance des grosses installations, ce que nous appelons les grosses bêtes, et puis le champ de la radioprotection qui concerne plus directement l'individu et en particulier les patients. Nous sommes à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez nous poser. Merci, Monsieur le Président. Je vais, si vous voulez, vous poser quelques questions, puis le Premier vice-président, Monsieur Ledéo, posera les siennes, et puis mes collègues, bien entendu, et ensuite les journalistes, s'ils en ont. Moi, je 4 questions assez courtes. La première, c'est sur la gestion de la sous-traitance et le contrôle en cascade de sous-traitance que nous avions quelque part dénoncé avec M. Bataille. Où en est-on depuis le rapport de notre mission d'information sur la sécurité nucléaire? Deuxième question, la problématique, c'est important d'ailleurs, il va y avoir un débat public de lancer, sur la sûreté soulevée par la gestion des déchets radioactifs. Troisième question, c'est l'impact de la transition énergétique. On parle de plus en plus de la transition énergétique. Ça va commencer par la fermeture de Fessenheim. Et sur la sûreté nucléaire, donc, comment l'Allemagne gère-t-elle cette question de transition? Quelles sont les questions de sûreté soulevées lors de la phase de fermeture puis du démantèlement? Et une question d'ailleurs corollaire un petit peu celle-là, c'est la loi prévoit qu'une centrale peut être mise à l'arrêt par décret en Conseil d'État, après avis de l'ASN, si cette centrale présente des risques graves, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais dans quelle mesure une mise à l'arrêt est-elle possible si l'ASN infirme l'existence de risques graves? Alors, ce n'est pas une question qui se veut polémique, c'est quand même une vraie question qui est d'actualité. Voilà, Monsieur le Président, puis ensuite, Monsieur Ledéo posera d'autres questions certainement. Pour cette première série de 3 questions, Monsieur le Président. Alors, peut-être d'abord sur la sous-traitance. C'est un sujet que nous avions déjà évoqué lors de l'audition précédente de l'ASN. C'est un sujet complexe. Alors, d'abord, la sous-traitance est un phénomène industriel tout à fait général, et avec deux aspects. Il peut y avoir une sous-traitance qui conduit à faire appel à des spécialistes, c'est-à-dire la société n'a pas chez elle les spécialistes qu'il faut, fait appel à des spécialistes. Et puis un deuxième type de sous-traitance qui consiste à faire des compétences plus banales, mais que la société n'imagine pas de retenir chez elle. Et ça conduit, si on prend le cas d'EDF, au phénomène suivant. Il y a à peu près 20 000 personnes qui travaillent chez l'EDF en tant que salariés d'EDF. Il y a une vingtaine de milliers de personnes qui interviennent en tant que sous-traitants, le plus souvent occasionnels, mais dans cet ensemble de personnes sous-traitantes, vous l'avez aussi bien Areva qui intervient à l'occasion d'arrêt du réacteur pour maintenance ou pour rechargement du réacteur, et vous l'avez aussi bien tel ou tel artisan qui vient avec quelques compagnons pour des travaux qui peuvent être des travaux de nettoyage ou de peinture. Donc, il est très difficile de tenir un propos général sur la sous-traitance. Nous nous efforçons de la surveiller très largement par le biais d'inspection, et les inspections portent aussi bien sur les chantiers, la façon dont ça s'y passe, que sur la politique d'achat d'EDF, qui est un des points. EDF, quand il lance des appels d'offres, s'applique-t-il bien à choisir des sous-traitants dignes de ce nom? Quel est le fonctionnement du processus d'habilitation d'EDF? Alors ça, c'est le point général. Depuis notre dernière audition, nous l'avons fait 2 choses. Une première chose a été faite par le biais de l'arrêté, que nous appelons dans notre jargon l'arrêté INB, l'arrêté sur une installation nucléaire de base. Depuis la loi de 2006, nous avons la loi de 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Nous avons un décret de novembre 2007, un décret général, et nous avons un arrêté qui porte prescription générale en matière de sûreté. Une des prescriptions que nous avons rajoutées dans cet arrêté est une prescription qui interdit à un exploitant nucléaire de sous-traiter la surveillance de travaux importants pour la sûreté. Alors, autrement dit, l'exploitant doit avoir en son sein la capacité de surveiller correctement les travaux importants pour la sûreté. Au-delà de ça, nous sommes en train de lancer, ça avait été une demande du HCTSN, du Haut Comité pour la transparence et la sécurité en matière nucléaire, un groupe de réflexion sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Bon, c'est largement une demande des syndicats. Le groupe s'est déjà réuni 2 fois, il va se réunir une 3e fois, et je pense que la sous-traitance sera non pas son seul thème, mais un de ses thèmes, très, très clairement. Donc, travaux en cours sur un sujet, encore une fois, difficile, et sur lesquels il est
il serait extrêmement délicat d'affirmer que tout va bien partout. Mais nous surveillons le plus près que possible, et il me semble qu'assez clairement, les grands exploitants sont conscients de leurs devoirs. Deuxième sujet, déchets radioactifs. Alors, là, c'est un domaine dans lequel la France a clairement eu une politique. Il y a eu la loi de 1991 qui portait principalement sur les déchets hautement actifs, qui a créé l'ANDRA, qui a fixé un rendez-vous 15 ans plus tard, et c'est quand même une chose très remarquable. Hein. Vous me permettrez cette remarque de citoyen, de voir le Parlement se dire 15 ans plus tard, il nous faut une nouvelle loi, et voter la loi 15 ans plus tard. C'est une remarque de citoyen. Donc il y a une nouvelle loi en 2006, qui constate les progrès faits dans le domaine de la définition de la politique. Ça acte l'existence d'un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, PNGMDR. Ça marque un certain nombre de rendez-vous. Ça fixe la ligne à suivre sur la gestion des déchets de très haute activité, avec la perspective de création d'un stockage souterrain. Et périodiquement, nous mettons à jour le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs qui se déroule. Alors, un des points les plus importants, c'est clairement la gestion des déchets de très haute activité, qui doit se dérouler suivant un programme qui a été établi. Bon, quitte à ce que ce programme s'arrête si des obstacles importants se dressent. L'étape la plus récente a été la décision du gouvernement de lancer un débat public sur la perspective de créer un stockage souterrain aux alentours de Bure. Il y a ce débat public, il y a la préparation d'un rendez-vous devant le Parlement qui est celui de la préparation de la loi qui définira ce qu'est la réversibilité. Bon, si tout ceci avance dans des conditions positives, le rendez-vous suivant est le dépôt par l'ANDRA d'un dossier de demande d'autorisation de créer un stockage souterrain qui sera soumis à l'autorisation du gouvernement. Mais ce qui me paraît important, c'est que, encore une fois, ce processus se déroule dans un contexte où il y a une répartition claire des responsabilités entre le gouvernement et le Parlement. Le Parlement ayant au fond les deux décisions les plus importantes. Qu'est-ce que la réversibilité? Projet de loi prochainement. Puis éventuellement, seul le Parlement pourra décider de fermer, au terme de la période de réversibilité, le stockage. Sur un sujet de ce genre, il me paraît que le Parlement a forcément assuré des responsabilités majeures. Ça me paraît le cas. Et il me semble qu'on a clairement une feuille de route. Hein. Encore une fois, le processus peut s'arrêter à tout moment, mais on a une feuille de route. Votre troisième question porte sur la transition énergétique. Alors, s'il y a un point sur lequel l'autorité de sûreté nucléaire a été extrêmement vigilante, c'est à ne pas s'immiscer dans les débats sur la politique énergétique. Parce que c'est pas notre champ. Alors vous nous posez des questions plus précises actuellement. J'essaierai d'en évoquer deux, en commençant peut-être par la question relative au démantèlement et à l'arrêt d'une installation. Alors, la première chose, c'est qu'un exploitant peut à tout moment décider d'arrêter son installation, pour des motifs qui lui sont propres. Simplement, on ne peut pas imaginer une installation restant simplement arrêtée pendant longtemps. Il faudrait sûrement qu'elle entre dans un processus de démantèlement. Alors, de l'extérieur, comment peut-on fermer une installation si l'exploitant ne décide pas de le faire? Il me semble qu'il y a seulement trois façons de faire. C'est la fermeture pour des motifs de sûreté. Alors, c'est peut-être fait par l'ASN, c'est peut-être fait par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, c'est peut-être fait par le Premier ministre. Mais dans chacun des cas, il faut pouvoir arguer du fait qu'il y a un motif de sûreté. Et dans chacun des cas, l'ASN a à intervenir. Et vous savez que dans le cas de Fessenheim 1, nous n'avons pas encore pris parti sur Fessenheim 2, nous avons dit qu'à nos yeux, Fessenheim pouvait continuer à fonctionner. Donc, pour des motifs de sûreté, l'ASN peut, le gouvernement peut, enfin le ministre chargé de la sûreté peut, le Premier ministre peut, mais encore faut-il qu'il y ait des motifs de sûreté. Il y a un deuxième motif possible au titre de, je dirais, de la politique énergétique. Mais ça suppose, grosso modo, une loi. Ça suppose qu'une loi sur la transition énergétique dise que, pour des motifs tenant à la politique énergétique, au mix énergétique, il convient de fermer telle ou telle installation. Il y a un troisième motif possible, qui est une décision prise par l'exploitant parce que l'État l'y force. L'État est actionnaire majoritaire d'EDF. L'État peut forcer EDF à fermer, quitte à ce que
les actionnaires minoritaires ou les électriciens qui bénéficient du courant de telle ou telle installation fassent des recours. Donc vous voyez, il y a une multitude de voies. Simplement, clairement, si on considère que la voie de la sûreté est une voie difficile ou non fondée, ça renvoie probablement à une loi au titre de la politique énergétique. Alors, j'ajoute qu'en ce qui concerne le démantèlement, c'est une opération qui prend du temps. J'ai évoqué tout à l'heure le démantèlement immédiat. Je crois qu'il importe de voir les délais. Hein. Parlons de Fessenheim, puisque c'est quand même largement de Fessenheim, me semble-t-il, qui est derrière votre question. Nous considérons que pour que EDF constitue un dossier susceptible d'être mis en enquête publique sur la fermeture d'un installation comme Fessenheim, il faut sans doute 2 ans pour constituer le dossier, pour que le dossier soit présentable. Et cette durée ne doit pas étonner. Vous l'avez peut-être vu récemment que nous avons indiqué que le dossier que venait de nous présenter EDF pour le démantèlement de Brindisi n'était pas acceptable. Et il y a à peu près 1 an, nous avons dit que le dossier qu'EDF présentait pour une enquête publique pour créer un réacteur EPR à Penly, nous avons dit que le dossier n'était pas acceptable. Donc il y a une notion de dossier acceptable pour être mis en enquête publique qui suppose une qualité minimale. C'est probablement de l'ordre de 2 ans pour le constituer sur Fessenheim. Quelle est ensuite la durée pour aboutir à un décret de mise à l'arrêt définitif et démantèlement? Compte tenu des enquêtes publiques, compte tenu de l'ensemble des procédures amenées, sans doute 3 ans. Donc entre le moment où EDF commence à constituer un dossier de mise à l'arrêt définitif et démantèlement et le moment où un décret peut être pris, c'est sans doute de l'ordre de 5 ans. Alors ça n'empêche pas la mise à l'arrêt, ça n'empêche pas un certain nombre d'opérations qui sont couvertes par le régime juridique de l'exploitation, par exemple déchargement du cœur du réacteur, mais ça empêche des opérations de démantèlement proprement dit. J'ajoute que si on essaie ensuite de dérouler les dossiers, le démantèlement proprement dit peut sans doute prendre 20-25 ans. Alors, en étant surveillé, en étant fait sous le couvert du décret de mise à l'arrêt définitif et démantèlement, c'est faisable. Une expérience a été accumulée en France, mais encore une fois, ce sont des opérations longues, bien qu'on les qualifie de démantèlement immédiat. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux répondre en première intention aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Je vous remercie et Jean-Yves Lédéau a la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, d'abord, je voudrais m'associer à ce qu'a dit, je n'étais pas arrivé, mais j'ai vu ce qu'il a dit, à ce qu'a dit le Président Sido, pour vous remercier, puisque vous allez partir, de tout le travail qui a été mené par l'autorité de sûreté nucléaire, que le Parlement et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a très largement contribué à créer par la loi de 2006 et par plusieurs rapports précédents. Je voudrais donc vous remercier de ce climat de confiance. Vous êtes venus régulièrement devant le Parlement, remercier les commissaires qui sont à vos côtés, parce que ce travail de l'autorité, avec une bonne séparation de ce qui est du pouvoir régalien de l'État, vous venez de vous exprimer un peu sur ce sujet, et de ce qui est du contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, c'était ce que nous souhaitions, et c'est ce qui a été mis en œuvre. Moi, j'ai 3 questions très courtes, une quatrième, non, peut-être une quatrième. La première, elle reprend celle de Bruno Sido sur la sous-traitance. Dans le cas de Fessenheim, de l'incident de Fessenheim récent, est-ce que les ouvriers qui étaient concernés étaient des sous-traitants? Parce que ça n'a pas été bien indiqué. Et si oui, pensez-vous qu'il y a eu des négligences à ce sujet? Un sujet plus important, les fissures sur les réacteurs belges récentes. Je voudrais revenir sur la décision d'arrêt de 2 réacteurs nucléaires en Belgique à la suite de l'identification de fissures dans leur cuve. Vous avez signalé également dans des réacteurs, et au Tricastin notamment, l'existence de fissures. Est-ce qu'elles sont de même nature? Et si ce n'est pas le cas, en quoi elles diffèrent? Est-ce que donc on peut avoir une évaluation différente de ces 2 cas? Vous avez parlé tout à l'heure du 4e réacteur de Fukushima. Certains, alors vous avez parlé du dossier et de dire que
des événements exceptionnels pourraient effectivement continuer à endommager la centrale, mais certains ont parlé de bombes nucléaires à retardement qui risquaient d'exploser dans la piscine à combustible du réacteur numéro 4. Est-ce que vous avez été contacté quand ces articles sont parus? Est-ce que l'ASN, vous avez été très largement contacté? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec vous sur ces sujets? Et si ce n'a pas été le cas, s'ils l'avaient fait, qu'est-ce que vous leur auriez dit? Enfin, dernière question. Il y a un démantèlement actuellement du CEA à Grenoble, c'est Siloé. Il semble qu'il y a un désaccord entre l'exploitant et l'autorité de sûreté nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre philosophie à ce sujet? Parce qu'il semble qu'il y a une divergence de philosophie entre l'exploitant qui est le CEA et l'autorité de sûreté nucléaire. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Et puisque vous avez parlé de ce qu'a fait l'Office pour la création d'Office de l'ASN, j'ai tout à fait le souvenir d'un rapport qui porte votre nom, qui a largement été à l'origine de la création de l'ASN en 1999. Alors, sur la sous-traitance et Fessenheim, l'incident de Fessenheim, ça consiste grosso modo en une erreur de manipulation dans de l'eau oxygénée, c'est ce que nous avons été amenés à dire. Donc il y a une disproportion entre l'incident, enfin qui est vraiment rien du tout, et l'importance qui lui a été donnée. Nous avons publié notre rapport sur ce sujet. Je passe la parole à Jean-Christophe Niel. J'ai le sentiment que nous n'avons absolument pas vu d'autres intervenants que les agents d'EDF. Oui, ce sont des agents EDF qui sont intervenus, donc comme le disait le président, d'accord. Donc, deuxième chose, vous l'avez posé, le problème d'un certain nombre de défauts affectant les réacteurs belges. Alors nous connaissons bien nos voisins et amis belges, et il se trouve que l'ASN a développé des compétences particulières sur le sujet des cuves et de l'appareil à pression, grâce à notre direction qui est implantée à Dijon, qui est la direction de l'équipement sous pression. Donc nous avons été associés dès le début à l'analyse qui se passe en Belgique. Ce qui semble être en cause, c'est la révélation de défauts qui sont sans doute des défauts d'origine, des défauts de fabrication, quand la cuve de Doel 3 a été fabriquée par des ateliers maintenant disparus à Rotterdam. Alors, les analyses sont en cours, le réacteur Doel 3 n'est pas prêt de démarrer, il y a des analyses sur Tihange, il y a des analyses sur tous les réacteurs qui ont été fabriqués par ces ateliers de Rotterdam. On vient de recevoir les résultats de Ringhals en Suède, on a reçu les résultats de Mühlberg en Suisse. Enfin, l'ensemble des autorités regardent ce qui se passe. J'espère que les autorités américaines font de même. Alors, ce sont des défauts sans doute dus à l'hydrogène, alors que les défauts de Tricastin sont d'une autre nature. Je vais peut-être demander à Jean-Christophe de préciser. Donc les cuves de réacteurs sont en acier au carbone pour les protéger de l'eau du circuit primaire qui est borée. Il y a une couche en inox qui est posée sur cet acier au carbone qui est soudé. À l'occasion des soudures, ça peut créer des tensions dans le métal au carbone. Et il a été constaté dans les années 90 qu'un certain nombre de cuves présentaient des défauts, ce qu'on appelle des défauts sur revêtement, des DSR, liés à ce processus de soudage. Donc il a été demandé évidemment à EDF d'inspecter l'ensemble de ces cuves. Aujourd'hui, sur l'ensemble du parc, il y a une trentaine de défauts de ce type, dont la moitié d'ailleurs pour le réacteur de Tricastin 1. Et donc ces cuves font l'objet d'un suivi régulier et notamment d'un contrôle à l'occasion des visites décennales. Le EDF doit justifier que ces défauts sont des défauts de fabrication et n'évoluent pas en service et ils sont surveillés. Comme la cuve de Tricastin a un nombre de défauts importants, au lieu d'être une inspection tous les 10 ans, elle est ramenée à 5 ans. Donc à l'occasion du réexamen de sûreté qui a eu lieu récemment, il a été fixé un rendez-vous dans 5 ans à EDF pour faire un nouveau contrôle avec des appareils de détection de ces soudures sur revêtement pour vérifier si les fissures évoluent ou pas. Si jamais elles évoluaient, évidemment, EDF devrait en tirer les conséquences. Alors, ce sont donc des défauts sur revêtement d'une nature tout autre que ceux de Doel et dont nous l'avons pu faire constater par les examens qui ont été menés qu'ils n'évoluent pas. Mais, encore une fois, ils sont sous surveillance. Et quand vous regardez les prescriptions que nous avons imposées à Tricastin 1 après sa 3e visite des finales, vous avez l'ensemble de dispositions que l'anti-ça.
J'ajoute que pour faire le lien entre ce qui s'est passé en Belgique et ce qui s'est passé en France, jusqu'à présent, l'autorité belge ne faisait pas le genre d'examen qui lui avait permis de mettre en évidence les défauts sur vêtements en France. L'autorité belge a fait ces examens en Belgique, et c'est à l'occasion de ces examens de défauts sur vêtements qu'elle a trouvé quelque chose de beaucoup plus grave. Elle a approfondi ses investigations, et c'est là qu'elle est tombée sur les défauts qui affectent Doul, et qui sont sans doute des défauts dus à l'hydrogène. Qui sont très nombreux, hein. Il y a 12 000 défauts. Merci. Attendez, j'oubliais, pardon, de répondre. Sur la piscine du réacteur de Fukushima, qui est présentée comme une bombe nucléaire à retardement. Écoutez, nous ne sommes pas l'autorité de sûreté japonaise, nous sommes en contact extrêmement régulier avec nos collègues japonais. Nous les voyons au moins une fois tous les 15 jours, en France, à Vienne ou récemment à Toronto. Les piscines ont été renforcées, il n'y a pas de problème spécifique sur cette piscine. Alors, je n'ai pas été interrogé. Dernier point, c'est le démantèlement du CEA à Grenoble. Vous savez, j'avais déjà eu l'occasion de dire, vous savez, que parmi les grands exploitants que nous contrôlons, celui avec lequel les rapports sont souvent le plus difficiles, c'est le CEA. Peut-être vous souvenez-vous qu'une question avait été posée par un de vos collègues disant, à l'évidence, les rapports doivent être difficiles avec EDF maintenant que le marché de l'électricité est ouvert et qu'EDF est privatisé. Et je avais dit que les rapports les plus difficiles avec le CEA, qui à ma connaissance n'était pas soumis à un marché ouvert et n'était pas privatisé. Bon, nous avons un litige avec le CEA qui porte sur le degré jusqu'auquel il faut nettoyer le site sur lequel est implanté Siloé. Bon, c'est un sujet sur lequel nous avons pris parti. Le CEA n'est pas content, mais c'est l'état d'humeur du CEA. Très bien, merci. Christian Bataille. Oui, Monsieur le Président Lacoste, je veux moi aussi joindre ma voix à celle de mes deux collègues pour saluer tout le travail que vous avez accompli jusqu'alors. J'ai sans doute cette caractéristique à l'intérieur de l'Office d'être vu le nombre de rapports que j'ai signés ou co-signés sur votre sujet, être celui qui vous a le plus sollicité, et je veux vraiment vous remercier d'avoir toujours répondu avec courtoisie à nos sollicitations et d'avoir souvent éclairé les élus que nous sommes, puisque nous sommes des élus politiques et nous n'avons pas la science infuse. Nous avons besoin des éclaircissements à la fois législatifs et surtout techniques. Alors, moi, je veux saluer votre modestie parce que je vivais sur l'idée que, au fond, vous déteniez un pouvoir technique et que la décision d'arrêter une centrale relevait de l'autorité de la SN et de elle seule, et que le pouvoir politique, au fond, n'avait pas un avis très pertinent sur ce sujet. Je vivais, au fond, sur l'idée qu'il appartient à la SN de décider la prolongation de l'activité d'une centrale ou sa fermeture pour des raisons techniques, et que le pouvoir politique, de son côté, qui a lui aussi un pouvoir, est plutôt sur le versant de la définition et de la mise en œuvre d'une politique énergétique. Et je veux saluer votre modestie parce que dans la réponse que vous avez faite à Bruno Sido tout à l'heure, vous avez dit, oui, bon, on peut arrêter effectivement une centrale pour des motifs de sûreté, mais vous avez évoqué la décision prise par éventuellement EDF, mais si je comprends bien, EDF n'est pas sur l'avis de décider d'arrêter des centrales qui sont autorisées de continuer, mais vous avez ouvert une porte en disant, mais bon, il peut y avoir la définition d'une politique énergétique à travers la loi. Et je vous remercie d'avoir salué le rôle du Parlement en la matière, dans le domaine nucléaire. C'est sans doute un des domaines où finalement le Parlement s'est acquis un véritable levier
depuis une bonne vingtaine d'années et au fond a plutôt l'avantage par rapport à l'exécutif dans ce domaine. Alors, je voulais quand même vous demander votre sentiment maintenant que vous terminez votre carrière active, en espérant que vous resterez toujours en éveil pour éclairer de vos avis. Vous avez dit l'ASN ne fait pas de politique, en gros, hein, en résumé. Donc l'ASN se tient à distance du pouvoir politique. Et le pouvoir politique lui-même, s'il ne veut pas altérer la crédibilité de l'ASN, doit se tenir à distance de l'ASN. Alors vous avez de nombreux critères de comparaison internationaux. Je voudrais vous demander comment vous concevez la relation entre l'ASN et le pouvoir politique. Au fond, où s'arrête votre autorité et où commence l'autorité du pouvoir politique? Je dois dire, c'est pas simple de définir ça. Hein. Un quidam peut réagir en disant, ben, après tout, c'est le président élu et le Parlement élu qui ont tout le pouvoir. Hein, et quelqu'un qui est plutôt technocrate aura tendance à dire, bon, après tout, cette affaire relève uniquement de l'avis technique de l'ASN. Alors, je vous répète ma question, non seulement au regard de la situation française, mais par rapport à des comparaisons internationales, quelles leçons tirez-vous, en gros, de la mise à distance de l'autorité politique et de l'autorité de sûreté nucléaire? Ma réponse sera la suivante. Une autorité de sûreté nucléaire doit exercer pleinement les responsabilités qui sont les siennes. Mais les responsabilités qui sont les siennes sont des responsabilités de sûreté. Il y a un pays où ceci est exprimé assez clairement dans la loi, c'est l'Espagne. C'est exprimé un peu sous forme d'effet cliqué. Le gouvernement ne peut pas être plus laxiste en matière de sûreté que l'autorité. Mais si l'autorité dit non, c'est pas possible, le gouvernement ne peut pas dire oui, c'est possible. Mais si l'autorité dit oui, c'est possible, le gouvernement peut dire non, je ne veux pas. Et mutatis mutandis, c'est un tout petit peu, c'est le point que nous évoquions tout à l'heure. Alors, si vous remplacez le gouvernement par le Parlement et la loi. Donc nous, notre rôle, c'est, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, de dire non, ou d'être capable de dire non. Au-delà, c'est vrai, il y a de notre part jusqu'à présent eu un refus tout à fait catégorique d'entrer dans les débats énergétiques. Là, il va y avoir un débat sur la transition énergétique et je pense que nous serons amenés à intervenir pour une raison que je peux dire. Nous ne pouvons exercer notre contrôle à la sûreté nucléaire que si nous sommes effectivement capables de dire non, si nous sommes capables de dire il faut fermer ou nous fermons telle ou telle installation. Mais il n'est possible de fermer une installation que si le système de fourniture électrique, la capacité de fourniture électrique en France est suffisante. Je dis souvent, c'est qu'une des choses qui nous l'interpelle, c'est la situation où la France serait obligée de choisir entre sûreté nucléaire et fourniture d'électricité. Donc ce que nous serons amenés à dire dans le débat sur la transition énergétique, c'est que pour que nous l'assurions la sûreté nucléaire, il importe que la fourniture d'électricité en France soit garantie par des moyens fiables et permanents avec des marges suffisantes pour nous permettre, encore une fois, d'exercer la sûreté. Nous l'avons déjà exprimé. Quand la Cour des comptes a mené son enquête sur les coûts de l'électricité en France, nous l'avons exprimé, c'est écrit d'ailleurs très clairement, nous l'avons exprimé sous une autre forme en disant que nous ne souhaitions pas que la sûreté nucléaire soit considérée comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire, si on a besoin, que nous ne voulons pas la situation dans laquelle, si on a besoin de nucléaire, on accepte qu'il fonctionne dans des conditions moins sûres. Il faut que la situation soit telle que le nucléaire ne fonctionne que dans des conditions sûres.
Alors nous allons pour la première fois sortir de notre silence sur ce genre de sujet, vous savez, pour éviter, encore une fois, que nos successeurs, à tous ici, en 2025 ou en 2040, se trouvent dans ce que dans le système financier on appelle un corner. C'est-à-dire, on est dans l'impasse. On a terriblement besoin d'électricité. Il n'y a pas suffisamment d'électricité disponible. On serait prêt à faire fonctionner les centrales nucléaires, cette fois-là vieilles, dans des conditions inacceptables. C'est ça que nous ne voulons pas. Et c'est ça que nous nous efforcerons d'exprimer dans les termes qu'il faut dans le débat à intervenir. J'ajoute que quand je parle de fourniture d'électricité permanente par des moyens fiables, ça ne veut pas du tout dire seulement le nucléaire, ni même principalement nucléaire. Mais il faut qu'il y ait une capacité de fourniture fiable et permanente. Ça suppose très sûrement de l'investissement. Et on se montre que ce genre d'investissement doit être prévu longtemps à l'avance, pour qu'on trouve en particulier le financement, le porteur du projet, l'investisseur. Donc c'est ça notre souci, avec encore une fois une vision du long terme, dans laquelle les problèmes que nous posons ne sont pas des problèmes pour 2025, ou pas seulement pour 2025. D'ores et déjà, ce sont des problèmes dans lesquels il faut se demander quelle sera la situation en 2040 ou 2050. Alors, nous n'irons pas au-delà dans le débat, parce que nous ne voulons pas être accusés de jouer un rôle dans la politique énergique de la France. C'est simplement pour nous l'occasion et la nécessité de dire, en termes de sûreté nucléaire, il faut qu'il y ait des moyens d'alimentation fiables, permanents et en quantité suffisante pour que nous puissions jouer notre rôle d'autorité de sûreté. Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour, évidemment, vous remercier, et plus particulièrement vous, Monsieur le Président, mais aussi votre équipe pour le travail que vous réalisez maintenant depuis que l'ASN a été portée sur ces fonds baptismaux. Et en fait, j'ai deux questions qui, en réalité, sont assez complémentaires. La première concerne, je dirais, la manière dont votre collège, c'est-à-dire vous et les commissaires, vous définissez la politique générale de l'ASN en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, si on est amené à faire un peu de comparaison internationale par rapport à d'autres agences qui sont en charge de la sûreté nucléaire, comment positionneriez-vous notre ASN, c'est-à-dire l'agence, par rapport à d'autres pratiques à l'international? Ça, c'est la première question. Quant à la seconde question, elle porte beaucoup plus sur la manière dont on peut envisager la révision des normes de sûreté, cette fois-ci à l'international. J'ai vu dans le rapport que vous étiez extrêmement actif en la matière, que l'ASN agissait à la fois sur le plan international et sur le plan européen. Est-ce que là, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous contribuez à cette révision des normes de sûreté à l'international, étant entendu que là aussi il y a évidemment des discussions qui portent sur d'une part le principe de précaution, mais aussi d'autre part le degré de risque potentiellement acceptable. Donc voilà les deux points qui évidemment me préoccupent un peu. Je vais me forcer de répondre à vos deux questions. Sur la première question, la comparaison entre nous et d'autres autorités, je prendrai d'abord le domaine de la sûreté nucléaire. Il me semble que nous jouons assez clairement le rôle de deuxième autorité de sûreté dans le monde, après celle des États-Unis. Celle des États-Unis est importante pour des raisons historiques, pour des raisons pratiques aussi. L'autorité américaine comporte 4000 personnes, au regard des 450 personnes que nous avons. Et alors même qu'il n'y avait pas de réacteurs nouveaux en construction, nos collègues américains ont créé une direction des nouveaux réacteurs et d'emblée, ils ont embauché 400 personnes. Quand je vois la façon dont nous nous battons pour obtenir, après Fukushima, 20 personnes, bon, ça nous laisse rêveurs. Je n'irai pas au-delà. Ce ne serait pas décent de continuer sur ce sujet-là. Mais nous sommes assez clairement la deuxième autorité de sûreté dans le monde. Et on le voit bien, quand il y a un débat sur un sujet difficile, très souvent les Américains prennent parti et s'attendent à ce que tout le monde s'incline autour d'eux. Il y a un grand silence, aucune autre autorité ne lève le doigt, et puis c'est nous qui levons le doigt, et que nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, comme par hasard, un certain nombre d'autres autorités disent oui, on n'est pas d'accord avec l'Américain. Nous sommes clairement
la deuxième autorité de sûreté dans le monde. Mais ça n'empêche pas que nous avons d'excellents rapports avec nos collègues américains. La grande différence entre nous et nos collègues américains, c'est que nous sommes porteurs, dans le domaine de la sûreté, de l'idée d'un progrès continu. Eux ne le sont pas. C'est une différence majeure. Alors, nous sommes porteurs de l'idée de progrès continu parce qu'il y a eu en France des générations successives de réacteurs qui ont manifesté des progrès en matière de sûreté. Aux États-Unis, il n'y a pas eu de construction depuis les années 80. Alors, deuxième sujet, la radioprotection. Nous sommes très neufs dans ce domaine. Nous l'avons démarré seulement au début de l'année 2000. Il me semble que nous sommes là assez bien situés et il me semble qu'une des choses qui nous différencie par rapport aux homologues, c'est sans doute, je vais manquer de modestie, notre capacité à poser des questions très difficiles. La croissance globale des doses dans le domaine de l'imagerie médicale, c'est un problème redoutable. Autre exemple que je n'ai pas développé, mais que éventuellement Michel Bourgnon pourra développer, c'est le problème de la radiosensibilité individuelle. Nous ne sommes pas égaux devant les doses de rayonnement. Alors on le découvre peu à peu, les conséquences en tirées peuvent être immenses. Quand on dit qu'à la suite de tel ou tel traitement, il y a un certain nombre d'effets collatéraux délicats ou difficiles, ça peut être dû non pas au fait que le traitement est mal appliqué, mais au fait qu'il y a 5 ou 10% des patients qui sont plus sensibles. Mais s'il y a 5 ou 10% des patients qui sont plus sensibles, ça veut dire qu'il y a sans doute 5 ou 10% des patients qui sont moins sensibles. Et vous voyez que ça conduit à des problèmes redoutables d'individualisation des traitements, éventuellement de reconnaissance de l'individu. C'est ce type de problème que nous l'osons poser et que peu de nos homologues osent poser. Alors, la question suivante, c'est révision des normes de sûreté à l'international, en particulier après Fukushima. Nous sommes conscients du fait que les évolutions doivent intervenir au niveau international. Alors, il y a l'Europe, nous l'efforçons de travailler au niveau européen. Je crois beaucoup aux travaux qui sont effectués collectivement, de bas en haut, bottom-up, par des clubs, en particulier le club des chefs d'autorité en Europe. Il y a des choses à faire au niveau mondial, et nous investissons beaucoup. Nous avons joué un rôle important dans la réunion extraordinaire des parties de la Convention internationale sur sûreté nucléaire, qui s'est tenue fin août, début septembre à Vienne. J'ai été élu comme président de la prochaine réunion des quelques 60 pays qui sont les parties prenantes de cette convention. Cette réunion aura lieu en avril 2014, 3 ans après Fukushima. Et nous sommes fixés comme objectif que nous puissions collectivement dire, donc à l'échelon mondial, 3 ans après Fukushima, voilà ce qu'on a fait. Et un des objectifs que nous poursuivons, c'est de pouvoir dire effectivement, maintenant l'objectif pour les nouveaux réacteurs est le suivant, il faut prévenir les accidents, les rendre aussi peu probables que possible, et s'il y a un accident, en modérer les conséquences, et en particulier éviter des contaminations hors site à long terme. Oui, éviter les contaminations hors site à long terme, c'est typiquement tirer la leçon de Fukushima. Alors c'est très ambitieux, il faut arriver à le décliner techniquement, mais pour nous, pour moi, c'est vraiment la leçon à tirer de Fukushima. Rééditer un accident comme Fukushima avec, sans doute, je suis extrêmement modéré dans mon expression, peu de morts directement dues aux radiations, mais avec contamination pour le long terme d'une portion aussi étendue du territoire, c'est pas admissible. Bon, que peut-on faire pour progresser là-dessus? Et avec un rendez-vous donc en avril 2014. C'est un objectif, je ne garantis pas du tout le résultat, mais c'est ce à quoi nous ambitionnons de contribuer. Monsieur Maupin, Denis. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, j'ai moi aussi quelques questions. D'abord, concernant le Japon. Lorsque vous avez été auditionné le 5 juillet dernier par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, vous nous avez dit qu'en 2007, vous aviez participé à une mission d'audit au Japon et que votre constat était très clair, je vous cite, « Le modèle japonais de contrôle de la sûreté nucléaire ne fonctionnait pas ». Ensuite, vous nous avez dit « Nous avons adouci notre propos suite à des discussions compliquées avec les autorités japonaises ». Ma question, c'est, au vu de ce qui s'est passé depuis, est-ce que vous regrettez d'avoir adouci votre propos? Et est-ce que que pensez-vous de la crédibilité de la deuxième autorité donc, de sûreté nucléaire au monde, si, lorsqu'il y a des audits croisés, on adoucit les choses que l'on constate?
Et vous nous avez dit par ailleurs qu'en novembre de l'année passée, donc 2011, après l'accident de Fukushima, vous aviez posé la question au secrétaire général du ministère au Japon, qui vous a indiqué qu'après réflexion, le gouvernement japonais avait pris la décision de ne pas mener de réforme du système de contrôle, malgré ce que vous préconisiez. Et donc, comment pouvez-vous nous dire aujourd'hui, surtout si vous n'avez pas été contacté par vos collègues japonais, que, en ce qui concerne le réacteur numéro 4 de Fukushima, il n'y a pas de problème si vous pensez que le système de contrôle japonais ne fonctionne pas bien. Deuxième élément, en ce qui concerne l'Europe. Donc on a tous suivi évidemment les échanges entre l'autorité de sûreté et la Commission européenne sur les ECS. Et notamment le constat fait par la Commission européenne qu'un certain nombre d'éléments n'étaient pas pris en compte, comme les crashs d'avions. On sait par ailleurs que le piratage informatique ou les incursions terroristes n'ont pas été prises en compte. Et donc, comment peut-on aujourd'hui dire que les réacteurs nucléaires français sont sûrs si on ne prend pas en compte ces risques? Et donc, est-ce que vous préconisez qu'on prenne en compte ces risques? Par ailleurs, vous avez reconnu, et c'est important, que si accident nucléaire il y avait en Europe, évidemment, il n'y aurait pas que le territoire français qui serait concerné. Et donc, en conséquence, est-ce que vous êtes d'accord, j'ai cru lire l'inverse, mais donc ça me surprend, avec le fait qu'il faudrait dorénavant avoir une autorité de sûreté européenne en matière nucléaire qui permette à l'ensemble des pays concernés par les installations de prendre en compte les risques. Enfin, troisième élément, je vous avais aussi interrogé lors de la même audition à la Commission des affaires économiques sur une anomalie générique qui est constatable sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, qui date du 7 février 2011 et qui concerne 34 réacteurs de 900 MW et qui indique que face à cette anomalie, le EDF envisage de prendre des mesures. Je suis allé voir récemment pour voir ce qu'il en était. La page est restée exactement la même. Donc ça veut dire que vis-à-vis de cette anomalie générique, rien n'a été changé, semble-t-il, de la part d'EDF. Donc la question que je me pose, c'est à partir de quand l'autorité de sûreté nucléaire compte-t-elle prendre des sanctions vis-à-vis d'un exploitant auprès duquel vous avez constaté des anomalies génériques et qui ne fait rien? Deuxième élément concernant la gestion des centrales, en ce qui concerne Fessenheim, puisqu'on vient d'évoquer, donc vous nous avez indiqué les modalités juridiques et administratives en quelque sorte pour une fermeture, mais comme vous l'avez indiqué, évidemment, ça ne dit rien du moment auquel on arrête le réacteur lui-même, qui peut intervenir entre maintenant et ce moment. Or, des travaux sont programmés sur la sûreté de Fessenheim. La question qui se pose, c'est est-ce que ça n'est pas un gaspillage que de continuer à dépenser de l'argent sur cette centrale, d'autant qu'on entend dire que l'entreprise pourrait demander des dédommagements à l'État. Donc si elle engage des travaux, elle demandera d'autant plus de dédommagements. Donc on risque finalement de se retrouver dans une situation où on aura laissé faire des dépenses qu'il faudrait rembourser. En ce qui concerne le vieillissement des centrales aussi, ça a été évoqué la question des centrales belges. Et je voulais savoir si vous partagiez le point de vue du président de l'autorité de sûreté nucléaire belge, qui a estimé que les fissures constatées dans les cuves des réacteurs français étaient plus graves que celles qui sont constatées sur les réacteurs belges, puisque certaines sont longitudinales et d'autres transversales, les nôtres, si j'ai bien compris, étant transversales, et donc il disait que c'était plus grave. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez aussi nous confirmer, parce que la question du vieillissement est évidemment une question importante, et la Cour des comptes a souligné de ce point de vue que, en termes de stratégie énergétique, la France avait implicitement décidé, en tout cas si elle poursuivait dans l'option nucléaire, que ce serait par la poursuite des réacteurs existants, bien plus que par le renouvellement du parc, que les choses se feraient vu le rythme auquel se renouvellerait ce parc. Vous pouvez nous confirmer que pour un réacteur existant, la cuve ne peut pas être changée. Et donc, dans les possibilités de modification d'un réacteur qui interviendrait au bout de 30, 40 ou 50 ans, voire même plus si on écoutait EDF, si donc vous confirmez que la cuve ne peut pas être changée, et donc il y a forcément un vieillissement progressif de cette cuve, et que notamment l'IRSN ayant constaté sur plusieurs réacteurs qu'on ne pouvait exclure des incidents à partir de la 35e année, ce qu'on peut en tirer comme conséquence sur l'évaluation de la capacité ou pas à poursuivre l'exploitation de ces réacteurs. Enfin, dernière question, comme ça a été indiqué par plusieurs orateurs, vous arrivez en fin de mandat, et donc quelles préconisations pourriez-vous donner pour que l'autorité de sûreté du nucléaire à l'avenir ait plus d'autorité encore
plus de capacité à faire des contrôles, plus de capacité à être entendu des exploitants et à faire en sorte que lorsque l'autorité de sûreté émet des avis, les exploitants soient obligés de les prendre en compte. Merci. Merci pour cet ensemble de questions. Je vais les reprendre dans l'ordre. Sur le Japon, j'ai été effectivement à la tête d'une mission d'audit de l'autorité japonaise en 2007. J'ai indiqué que nous avions effectivement adouci la formulation de nos propos à la suite de discussions avec nos collègues japonais, pour une raison assez simple. Vous savez, si nous avions sans doute maintenu la verdeur des propos que nous avions initialement écrits, il était tout à fait clair que nous aurions eu un propos totalement rejeté par les Japonais. Je ne sais pas combien de fois vous êtes allé au Japon, hein, mais quand vous connaissez un tout petit peu le japonais, je suis allé une dizaine de fois. Il est tout à fait clair que vous avez un mode d'approche qui est tout à fait spécifique. J'ai dit que nous avions adouci notre propos, il a parfaitement été compris, hein, puisque c'est tout à fait délibérément que les Japonais ont décidé de ne pas apporter de réforme à leur système. Ils en ont délibéré. Ils avaient parfaitement perçu ce que j'avais dit, ce que nous l'avions dit, et en particulier le fait que leur autorité de sûreté et leurs exploitants n'avaient pas les rapports qu'il faut. Vous avez posé ensuite une question sur les contacts à propos de Fukushima avec nos collègues japonais. Nous avons des contacts avec nos collègues japonais. D'ailleurs, j'ai cru répondre à une question pour savoir si vous nous avez posé des questions. Si les journalistes avaient posé des questions, c'est bien ça la question à laquelle j'ai répondu. Nous avons des contacts avec nos collègues japonais. Nous recevons régulièrement nos collègues. Nous l'avons reçu cette semaine, nous le recevrons la semaine prochaine. Mais encore une fois, nous ne sommes pas l'autorité nucléaire du Japon. Sur ce qui a été fait, les stress tests en Europe, il est tout à fait évident que les stress tests ont été bâtis pour répondre à une question. La question, c'est quelles conséquences tirez-vous de ce qui s'est passé à Fukushima? Bon, Fukushima, encore une fois, perte d'alimentation électrique, agression naturelle externe, perte d'alimentation électrique, perte d'alimentation, gestion de crise. C'est à ça que l'ensemble des exercices ont été bâtis pour répondre. C'est à ça que l'ensemble de nous-mêmes et de nos collègues ont répondu. Et je considère que nous avons fait très bien l'exercice. Alors, il s'est greffé là-dessus des questions autres, mais qui n'avaient rien à voir avec Fukushima, du type résistance aux chutes d'avions, du type terrorisme, mais encore une fois, rien à voir avec Fukushima. Pour nous, le propos clair des stress tests, il suffit de regarder la délibération du Conseil européen du 25 mars 2011, c'est la sûreté nucléaire. Vous dites que la SN a reconnu qu'un accident dépasserait les frontières, mais on l'avons toujours dit. Pourquoi croyez-vous qu'on fait des exercices transfrontaliers? Pourquoi croyez-vous que nous associons nos collègues allemands, nos collègues suisses, nos collègues belges aux exercices de crise? Il est évident qu'une crise grave aurait des conséquences transfrontalières. Alors, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Personnellement, je ne dirais pas que je vais en tirer la conséquence d'une autorité de sûreté européenne unique. De toute façon, c'est aux États d'en décider. S'ils en décident ainsi, pourquoi pas. Mais moi, j'ai tout à fait en tête l'idée que le concept d'autorité de sûreté ne marche pas toujours sur les sujets délicats. J'ai un exemple en tête, qui est celui des OGM. Regardez ce qui se passe quand l'autorité européenne donne son autorisation pour qu'il y ait culture d'OGM dans un pays. Et regardez la façon dont ce pays s'empresse de dire non, on ne va pas suivre ce qu'a décidé l'autorité, on va aller la contre. Mais ça mérite un débat plus complexe ou plus complet que celui que j'évoque. Encore une fois, s'il y a décision de créer une autorité de sûreté européenne, c'est à l'évidence par une décision des États que je ne vois pas poindre. Sur les travaux sur Fessenheim, nous avons prescrit des travaux sur le premier réacteur de Fessenheim, nous avons sans doute prescrit des travaux sur le deuxième réacteur de Fessenheim. Ce sont des travaux susceptibles d'être réalisés dans un temps court. Sur Fessenheim 1, nous avons pris des décisions en juillet 2011. Nous avons imposé que les travaux soient terminés pour l'été 2013. Bon, Fessenheim a vocation à fonctionner ensuite jusqu'à la fin de 2016. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de raison de retarder les travaux dans la mesure où ils sont faisables, dans la mesure où ils sont programmés, dans la mesure où ils sont techniquement tout à fait définis. J'ajoute que sur Fessenheim 2, nous serons amenés à prendre des décisions, sans doute du même genre, et là aussi, nous n'aurons aucun scrupule à imposer que ces travaux soient faits dès que possible. Ça nous paraît dans notre ressort normal de notre activité d'autorité de sûreté. Vous avez posé la question du vieillissement de centrales. Sur les centrales, jusqu'à présent, il y a deux éléments qu'on ne sait pas changer, qu'on ne sait pas renouveler, qui sont la cuve et l'enceinte de confinement. Donc ce sont deux équipements que l'on garde de particulièrement près. Ce n'est pas un hasard, si vous voyez.
si une des expertises les plus pointues que nous avons développées au sein de l'ASN, c'est l'expertise sur l'appareil à pression, c'est-à-dire tout ce qui concerne la cuve et le circuit primaire. Donc on les regarde d'extrêmement près. On a cité tout à l'heure Tricastin 1. Pour Tricastin 1, il y a des défauts sur vêtements qui sont des défauts, encore une fois, modérés, reconnus, qui ne bougent pas. Nous savons d'aussi près qu'il est possible, mais nous savons parfaitement qu'il faut d'autant plus surveiller la cuve et leurs vêtements qu'ils ne sont pas changeables. Enfin, vous l'avez demandé ce que je pourrais souhaiter pour l'ASN à l'avenir. Je vous dirais que je trouve que le statut actuel de l'ASN est un statut qui marque un progrès considérable par rapport au progrès antérieur. Je suis en particulier sensible à l'indépendance. Ça fait très longtemps que je considère que nous fonctionnons en toute indépendance, alors bien sûr vis-à-vis de l'exploitant, vis-à-vis du gouvernement aussi, mais je prie de croire que c'est plus commode de fonctionner en toute indépendance quand vous avez le statut pour ça. Et je rappelle qu'il y a un article de la loi TSN qui dit que les membres du collège ne doivent pas recevoir d'instructions de quiconque. C'est le cas. Ça me paraît un acquis considérable. Alors, nous avons réfléchi à ce que pourraient être des amendements ou un toilettage à la loi TSN. Je ne cache pas qu'à mes yeux, ce qui est sans doute le plus urgent, c'est d'étendre nos pouvoirs dans le domaine de la sécurité. Le sujet que vous évoquiez à propos des chutes d'avions. Nous ne sommes pas compétents dans ce domaine-là. Pour le moment, le seul projet que nourrit le gouvernement, c'est de nous donner la responsabilité du contrôle de la sécurité des sources radioactives qui sont utilisées dans l'industrie, la recherche, la médecine. Nous nous occupons aussi de la sécurité. Nous souhaitons nous occuper aussi de la sécurité, mais je pense qu'à terme, comme dans l'ensemble des pays du monde, nous devrions être en charge en même temps de la sûreté et de la sécurité. C'est vraiment une des réformes auxquelles je pense. Je pense en plus que si on pense au long terme, il y a une réflexion à mener sur l'articulation des responsabilités entre les pays européens et le niveau entre les pays d'Europe et le niveau européen. Mais, pardon ? Alors, je ne sais pas quel est le premier générique que fait de l'allusion, mais je pense que Jean-Christophe va répondre. Oui, tout à fait. En 2011, il y a eu un niveau 2 sur EDF. C'était un problème de coussiner des groupes électrogènes de secours. C'était juste avant l'accident de Fukushima. Donc c'est un problème d'usure prématurée de ces coussinets. Et donc nous avons bien sûr demandé à EDF de prendre des dispositions. Il y a des dispositions qui sont en cours aujourd'hui qui consistent à remplacer les coussinets régulièrement, à suivre la qualité de l'huile, puisque c'est des objets qui font l'objet d'une lubrification, et avoir une surveillance renforcée. Et en parallèle, EDF réfléchit pour le plus long terme à avoir une solution définitive qui ne repose pas sur le remplacement régulier des coussinets. Me permettre, il s'agissait du défaut que vous avez constaté le 7 février 2011 qui concerne les débits d'injection de sécurité. Donc je note qu'il y a d'autres problèmes qui sont sur les 900 MW, qui sont les coussinets en plus. Je ne peux pas répondre à votre question instantanément, mais on vous fera le point, on vous fera part de la réponse. Et juste sur le président de l'autorité de sûreté belge qui aurait dit que c'était plus dangereux chez nous. Écoutez, on connaît bien Willy de Rouvert. Nous avons été les premiers qu'il a appelé pour lui apporter aide. Et je crois qu'il est parfaitement persuadé du fait que les défauts sur vêtements que nous connaissons au Tricastin sont d'un ordre de gravité infiniment moindre que les défauts qu'il y a sur la cuve de Doul. Et encore une fois, quand je disais tout à l'heure que la cuve de Doul Doul 3 n'était pas près de redémarrer, mon propos a un sens. Merci. Jean-Claude Lenoir. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, intervenant après un certain nombre de mes collègues, je ne veux pas reposer les questions qui ont reçu d'excellentes réponses. Je voudrais néanmoins, Monsieur Lacoste, commencer par un compliment qui a été fait par les uns et par les autres sur le rôle que vous avez joué depuis que vous êtes à la tête de l'autorité de sûreté nucléaire. Vous êtes une référence, tant pour ce qui concerne la compétence que l'indépendance, et c'est un compliment qui va également en direction de vos commissaires. Je voudrais vous poser une question qui est moins technique que celle qui a été posée à l'instant. Il y a, on le voit bien, besoin d'assurer un lien entre ces affaires compliquées que sont le nucléaire et les industries nucléaires et l'opinion. Je voudrais, au moment où vous allez quitter votre poste, que vous nous indiquiez comment vous percevez la façon dont on doit à la fois informer, éclairer, dire la vérité sur le nucléaire. Je m'explique. Dès qu'on parle de nucléaire, les gens ont peur. Évidemment, en particulier depuis Fukushima.
Lorsqu'il y a un niveau 1 qui est annoncé, au fond, une bonne partie des Français et puis des Européens ne savent absolument pas à quoi ça correspond. Ils ont l'impression qu'il y a des incidents à répétition. Au fond, le fait qu'on ait une volonté de transparence, et vous en êtes le relais, implique qu'il y a un certain nombre d'incidents qui sont signalés, mais on a du mal à en mesurer l'importance et la gravité. À un moment où on parle de la transition énergétique, où le débat sur le nucléaire va rebondir, est-ce que je peux m'autoriser à vous demander, au fond, comment vous envisageriez que nous puissions améliorer la relation entre l'opinion et tout ce qui touche au nucléaire? Ma première remarque, c'est que je n'imagine pas que la SN envisage de transiger avec l'obligation de transparence qui est la sienne et que lui impose la loi. Et j'ajoute que pour nous, parmi les vertus que nous essayons de pratiquer, il y en a 4. Elles vont 2 par 2. Il y a la compétence, la rigueur d'une part, il y a d'autre part transparence et indépendance. Et ils ne pourront pas être indépendants s'ils ne sont pas transparents et vice-versa. Alors, soit dit, communiquer et être transparent est extrêmement difficile. Nous nous efforçons de le faire en utilisant un certain nombre de moyens, c'est vrai qu'ils sont les moyens, me semble-t-il, les plus efficaces auxquels nous puissions faire appel. Alors, je pense que ce qui a été autrefois appelé l'échelle de gravité, qui a été conçue après Tchernobyl, qui est devenue l'échelle INES, est une façon de communiquer. Et je pense que beaucoup de nos interlocuteurs, parmi les élus, les responsables de CLI, les médias, vous-même, ont compris ce que c'est qu'un incident de niveau 1, ce que c'est qu'un incident de niveau 2. Nous efforçons de l'expliquer. J'ajoute que dans le domaine de la radioprotection des patients, nous avons bâti une échelle du même genre avec les radiothérapeutes. C'est une échelle ASN-SFRO qui nous permet de classer les événements survenus dans le domaine de la radiothérapie. Et quand vous regardez les journaux médicaux, ils utilisent cette échelle pour parler de tel incident survenu dans le domaine de la radiothérapie. Je pense que les échelles sont un outil puissant. Un autre outil puissant, c'est notre site Internet. Et un troisième outil que nous avons l'occasion de commencer à mettre en œuvre de façon tout à fait marquée, c'est l'ensemble de tous les réseaux sociaux. Sur Fukushima, nous avons fait un lourd investissement pour communiquer. Cet investissement a compris en particulier, c'est vrai, le fait que d'emblée, j'ai été amené à dire en France, nous classerons cet accident au niveau 6, d'emblée. Et l'autre événement marquant, ça a été l'utilisation des réseaux sociaux pour émettre nos propres messages et contrecarrer des rumeurs naissantes. Alors c'est redoutablement difficile, mais c'est tout à fait nécessaire, compte tenu de la rapidité avec laquelle ces moyens se développent et de la rapidité avec laquelle des rumeurs non fondées se propagent. Mais c'est extrêmement difficile. Et c'est un sujet sur lequel nous efforçons de partager avec nos collègues. Nous avons participé à un séminaire à Madrid récemment, nous avons participé à un séminaire à Vienne, nous efforçons de partager. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que sur ce développement de l'importance des réseaux sociaux, nous étions en parfaite adéquation avec nos collègues américains. Nous avons décidé de travailler ensemble, non seulement sur les sujets techniques, mais sur les sujets de communication. Corinne Bouchou. Monsieur, j'ai cru noter que vous parliez de 2016 concernant Fessenheim, donc j'aurais voulu simplement quelques éclaircissements concernant la date que j'ai entendue dans votre propos. Et une deuxième question que je voulais vous poser, c'est concernant la prise en compte des risques sismiques. C'est quelque chose qui, à un certain moment, a retenu toute votre attention. Je voulais savoir si vous aviez, maintenant que vous êtes en fin de mandat, des propositions particulières à faire concernant la prise en compte des risques sismiques de toutes nos installations. Merci. Alors, j'ai évoqué 2016 pour Fessenheim, vous savez, simplement parce que c'est la date qui a été annoncée par le président de la République. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire la chose dont nous sommes maîtres en notre sein, nous avons pris parti sur la poursuite d'exploitation de Fessenheim 1 en juillet 2011. Nous prendrons parti sur la poursuite d'exploitation de Fessenheim 2, sans doute en janvier 2013. Mais 2016, je me suis borné à citer le président de la République. Vous le mettez en cause si vous voulez, mais pas moi. Deuxième chose, en ce qui concerne le risque sismique, nous considérons que nous avons en France une doctrine claire en matière de risque sismique, qui est une doctrine que nous avons mise au point, que nous l'appliquons, qui est une doctrine que j'appellerais déterministe. On regarde le séisme le plus fort qui s'est passé historiquement au Major, etc. Alors, il est clair qu'il se développe actuellement un courant de pensée à l'échelon international, qui est un courant probabiliste, que nous regardons jusqu'à présent avec énormément de... Alors, je vais essayer de ne pas utiliser un terme trop fort, de réserve. Mais, compte tenu du fait que beaucoup de nos collègues l'utilisent, nous allons regarder ce que ça donne.
de façon tout à fait ouverte. Hein. Nous avons eu des discussions en particulier avec les collègues suisses. Nous avons organisé au printemps de cette année un colloque à Strasbourg sur ce sujet. Nous allons voir si ça peut enrichir la façon dont nous prenons en compte les choses. Merci. Peut-être, messieurs les journalistes ont des questions à poser. Mes collègues sont partis, mais nous nous sommes concertés. Nous considérons qu'il ne faut pas mélanger les genres et qu'une audition, ce n'est pas une conférence de presse. Donc nous ne souhaitons pas poser de questions. Très bien. Écoutez, y a-t-il d'autres demandes de questions? Il n'y en a pas. Il me reste donc une fois de plus à vous remercier, les uns et les autres, et surtout vous, Monsieur le Président. Je crois qu'on se retrouvera bientôt pour votre départ. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. C'est la fin de cette audition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve cet après-midi à partir de 14h30 pour suivre en direct sur notre antenne le discours de Jean-Pierre Bel en direct du congrès de l'ARF, l'Association des régions de France. Bonne journée à tous.